Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger la deuxième partie du concours CCINP de physique filière MP de 2023. À la question 24, on nous demande de justifier que le champ électrique créé entre deux plans parallèles possède une direction suivant OZ. On étudie dans un premier temps une seule armature de charge Q. On considère également que les deux plans sont infinis étant donné que la surface des deux armatures est très supérieure à la distance les séparant. On va considérer ici trois axes associés à ce plan qui vont nous permettre de déterminer les symétries du champ E. Soit un point M quelconque, et on remarque que le plan contenant ce point M est les axes UX et UZ, et également le plan contenant ce point M, l'axe UY et UZ, sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Ainsi, le champ E appartient à ces deux plans. Et comme UZ est commun à ces deux plans, le champ E est donc suivant l'axe Z. On étudie maintenant les invariances. On rappelle que les armatures sont considérées comme infinies. Ainsi, la distribution de charge est invariante par translation suivant X et par translation suivant Y. Donc le champ E ne dépend pas de X ni de Y. Il y a également un autre plan de symétrie pour la distribution de charge. Il s'agit du plan de la surface chargée à la cote Z égale 0. On va choisir un point M de cote plus Z et un point M' à la cote moins Z. Étant donné que le plan de la surface chargée est un plan de symétrie pour la distribution de charge, on a la relation suivante pour le champ au point M et le champ au point M'. Attention, ces deux valeurs sont algébriques, soit l'un est positif et l'autre est négatif. On verra par la suite que le signe de ces expressions dépend du signe de la charge de la plaque. On va appliquer maintenant le théorème de Gauss à une surface fermée cylindrique située entre les abscisses ou ordonnées Z et moins Z. On décide ensuite la surface cylindrique. On représente les vecteurs associés aux surfaces des deux disques du cylindre, que l'on nomme DS1 et DS2, et la surface latérale. Sur notre schéma, on remarque que DS1 et DS2 sont deux vecteurs opposés en signe. Lorsqu'on utilise le théorème de Gauss, la charge intérieure correspondante est la charge plus Q. On développe l'expression de Gauss et on observe trois scalaires. Le premier scalaire correspond au scalaire entre le champ E et la surface latérale. Le champ E, le champ électrique, est suivant UZ. Ainsi, ce scalaire est nul car le champ électrique est perpendiculaire à la surface latérale. On utilise également le fait que le champ algébrique au point M est égal au champ électrique au point M' multiplié par moins 1 et que le vecteur DS1 est égal à moins DS2. On va un peu simplifier maintenant nos différentes expressions. Et on obtient l'expression suivante pour le théorème de Gauss, à savoir que 2 fois le champ électrique au point M multiplié par la surface est égal à la charge intérieure, soit Q, sur epsilon 0. On va réécrire tout ça. Donc le champ électrique au point M, soit la valeur algébrique du champ à la cote Z, est égal à la charge totale, soit plus Q, sur 2 fois epsilon 0 fois la surface. Pour fixer les idées, on va représenter le champ créé par une plaque chargée positivement et également le champ électrique créé par une plaque chargée négativement. Pour la plaque chargée positivement, au-dessus de la plaque, le champ électrique est suivant l'axe UZ et le champ électrique au-dessous de la plaque est orienté suivant UZ. Pour la plaque chargée négativement, on a la représentation suivante pour le champ électrique au-dessus et pour le champ électrique au-dessous de la plaque. Pour déterminer le champ électrique entre les deux plaques, on va utiliser le théorème de superposition, c'est-à-dire qu'on va additionner les champs électriques créés par les deux plaques chargées dans différentes zones du condensateur. On représente dans un premier temps en bleu le champ créé par la plaque chargée positivement. Ainsi, au-dessus de la plaque, le champ créé est suivant l'axe UZ et au-dessous, ce champ est suivant l'axe moins UZ. Et la valeur algébrique du champ électrique au-dessus de la plaque positive vaut Q divisé par 2 epsilon 0 fois la surface. On fait également la même démarche pour la plaque chargée négativement. Le champ créé au-dessus de cette plaque est suivant moins UZ et le champ créé au-dessous de la plaque est suivant UZ. On effectue les différents calculs et le champ créé au-dessus du condensateur est nul. J'oublie une petite flèche sur le 0 du vecteur. Et au-dessous du condensateur, ce champ est aussi nul. Et entre les plaques, le champ électrique total est suivant moins UZ et vaut Q sur surface fois epsilon 0 multiplié par moins UZ.
On peut exprimer également le champ électrique en fonction de sigma en utilisant le fait que sigma est égal à la charge totale divisée par la surface. Ainsi, le champ électrique entre les plaques vaut moins sigma sur epsilon 0 suivant UZ entre les plaques. Question 25. On nous demande ici de déterminer le potentiel U0. Pour cela, on écrit l'expression du champ électrique et on utilise le fait que ce champ électrique dérive d'un potentiel. On intègre ensuite, suivant une distance D, on a ainsi l'expression suivante du potentiel qui vaut sigma fois D, le tout divisé par epsilon 0. À la question 26, on va déterminer le champ électrique pour une tension entre les plaques qui vaut 1 10 puissance 5 volts et une distance entre les plaques de 5 mètres. On calcule et on obtient un champ électrique qui vaut 2 fois 10 puissance 4 volts par mètre. On calcule également la charge surfacique. Après calcul, on obtient une charge surfacique qui vaut 1,77 fois 10 puissance moins 7 coulombs par mètre carré. À la question suivante, on nous demande s'il faut craindre une telle tension. Il faut savoir que dans un condensateur, un courant peut s'établir. On peut ainsi avoir un arc électrique. Cela arrive si le champ électrique dans le condensateur est supérieur au champ distributif de l'air. Or ici, ce n'est pas le cas, donc on ne craint rien. Question suivante, on nous demande ici d'exprimer le champ électrique E qui est variable. Il suffit ici d'utiliser la question 25 et 26 et de remplacer l'amplitude E0 par U0 sur D. Et on a ainsi l'expression du champ électrique. Question 29, on écrit ici les 4 expressions des équations de Maxwell qui nous étaient demandées. Question suivante, on nous demande de justifier la création d'un champ magnétique suivant Eθ et de justifier sa dépendance. Le fait que le champ électrique soit variable, et en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, on montre que cette variation crée un courant de déplacement qui est à l'origine du champ magnétique créé. Pour justifier de l'orientation du champ magnétique, on propose ici deux réponses. Le courant de déplacement est suivant l'axe UZ, ainsi le rotationnel de B est suivant U de Z. B tourne autour de cet axe, il est donc orienté suivant Uθ. On peut également étudier la distribution du courant de déplacement qui est suivant l'axe UZ, et sur le plan M, UR, UZ, qui est un plan de symétrie pour cette distribution, et sachant que le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan, le champ B est donc suivant Eθ. On sait également que la divergence de B est égale à 0, ainsi B est invariant suivant θ et ne dépend que de R et de Z. Donc là, ici, il fallait utiliser la divergence en coordonnées cylindriques. Pour répondre à la question 31, on va utiliser le théorème de Stokes-Ampère et également le flux de l'équation de Maxwell-Ampère à travers une surface ds. Ensuite, il nous suffit de combiner les deux équations pour obtenir l'équation demandée à la question 31. On exprime également le flux du champ électrique à travers une surface délimitée par la circulation du champ B. Ce flux est égal à l'intégrale double du scalaire entre le champ électrique et la surface ds. Question suivante, on nous demande ici de rappeler l'énergie potentielle d'une charge E. Pour cela, on part ici de l'expression de la force électrique et on sait que cette force dérive d'un potentiel. On applique ainsi ces différentes équations et on obtient l'expression de l'énergie potentielle qui est égale à la charge fois le potentiel. Question suivante. Le nombre de particules n+, qui possèdent l'énergie potentielle EP obéissent à une loi de distribution de Boltzmann. On écrit l'expression qui nous permet de déterminer le nombre de particules n+, et on se met ici à haute température, à savoir que KBT est très supérieur à l'énergie potentielle, EU, et ainsi, en effectuant un développement limité à l'ordre 1, on retrouve l'expression de la question 33. On en déduit n- la densité volumique des ions qui possèdent une énergie moins EU, et en effectuant le même procédé que précédemment, on trouve l'expression de n- pour la question 34. Question 35, on va représenter n- et n+ en fonction de U. On obtient deux droites, une droite de pente positive et une droite de pente négative. n- possède une pente positive et n+ une pente négative. On se positionne ici à des hautes températures. Question suivante, on va déterminer ici l'équation de Poisson dans le plasma. Dans un premier temps, on va déterminer cette équation dans le cas général en utilisant que le champ électrique est égal à moins gradient du potentiel et que la divergence de E est égale à la charge volumique sur epsilon 0. On combine ces équations et on obtient l'équation suivante dans le cas général. Il nous suffit ensuite de déterminer l'expression de la charge par unité de volume dans le plasma. On l'écrit et ensuite on l'injecte dans l'équation de gauche, tout en utilisant les expressions de n+ et de n- qu'on a obtenues précédemment. Après simplification, on obtient l'expression suivante pour le Laplacien du potentiel.
qu'on va ensuite développer afin d'obtenir l'équation différentielle qui est demandée à cette question. Il faut faire attention ici, le potentiel ne dépend que de R. On va transformer cette équation différentielle à la question 37 en posant Z égale à R fois le potentiel. Il nous suffit ici de multiplier l'équation précédente par R et on obtient la nouvelle expression de l'équation différentielle en fonction de Z qui est égale à l'expression suivante. Par la suite, par comparaison, on obtient l'expression de lambda D qu'on appelle souvent la longueur de débit. Question 38. On nous demande ici de résoudre l'équation différentielle précédente. Afin de nous aider à répondre à cette question, il faut considérer le cas d'un ion de charge E placé dans le vide. Il crée ainsi, autour de lui, un potentiel qui vaut E, la charge, sur 4pi epsilon 0 fois R. Lorsque cet ion est placé dans un plasma, c'est différent. En effet, l'ion va attirer autour de lui des charges négatives, les électrons, qui vont écranter ce potentiel. C'est-à-dire que ce potentiel va s'atténuer. La sphère d'électrons qui se forme autour de la charge est la sphère de débit. Pour résoudre cette équation différentielle, il faut considérer deux conditions aux limites. Le cas où R tend vers 0 et le cas où R tend vers l'infini. Quand R tend vers 0, on considère que le potentiel n'est pas écranté et qu'elle a la même expression que le potentiel d'une charge E placée dans le vide. Pour R qui tend vers l'infini, ce potentiel écranté vaut 0. On résout l'équation différentielle qui nous donne deux exponentielles. Pour avoir un sens physique à cette expression, on garde que le potentiel qui ne diverge pas quand R tend vers l'infini. On utilise ainsi une des conditions. Pour trouver l'expression finale du potentiel écranté, on utilise la seconde condition et on obtient l'expression qui nous est demandé de retrouver. Afin de mieux comprendre cet effet d'écrantage, on va tracer le potentiel écranté et le potentiel non écranté en fonction de la distance. On remarque que le potentiel écranté décroît plus rapidement que le potentiel non écranté. Question 39. On nous demande ici de déterminer la densité volumique de charge ρ. On reprend son expression obtenue à la question 36. Cette densité dépend de U, le potentiel qu'on vient de déterminer à la question 38. Il suffit de remplacer et on obtient l'expression suivante pour la densité volumique de charge. Pour obtenir la charge totale, il suffit d'intégrer cette densité de charge lorsqu'elle est contenue dans une sphère de rayon R. On utilise pour cela les coordonnées sphériques pour intégrer. On effectue les différents calculs et on obtient l'expression suivante pour la charge Q. À la question 40, on va déterminer l'unité de la conductivité. On va utiliser pour cela la loi d'Ohm locale. En effet, la densité de courant est en ampères par mètre carré, J, et le champ électrique est en volts par mètre. Ainsi, par analyse dimensionnelle, la conductivité est en mètre-1, ohm-1. Question suivante. On nous demande ici de déterminer la densité volumique de courant J en fonction de sigma et des données de l'énoncé. Pour cela, on va utiliser la loi d'Ohm locale et le résultat de la question 24. On a ainsi l'expression de la densité volumique de courant J qui est égale à cette expression. Question 42. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'équation de la conservation de la charge volumique et la loi d'Ohm locale. Il nous faut également trouver une relation entre la densité de charge volumique et la charge surfacique. Ainsi, lorsqu'on multiplie la densité de charge volumique par l'épaisseur, on obtient l'expression de la densité surfacique. Ensuite, on va écrire l'équation de conservation de la charge volumique pour une densité de courant volumique. On écrit cette expression. Ensuite, on utilise la loi d'Ohm locale. Et on utilise aussi la divergence du champ électrique à l'aide de l'équation de Maxwell-Gauss. On obtient ainsi l'équation différentielle suivante pour la densité volumique de charge. On multiplie ensuite cette expression par une longueur E et on obtient l'expression qui nous est demandée à cette question. Pour ensuite déterminer taux par identification, on trouve que taux est égal à epsilon 0 sur la conductivité. À la question 43, on représente l'évolution de la densité surfacique en fonction du temps. L'équation différentielle qui permet d'obtenir cette évolution est d'ordre 1, ce qui nous donne cette évolution décroissante qui correspond à la décharge du condensateur. Et on considère ici qu'à t égale 0, la densité surfacique vaut sigma 0. À la question 44, on détermine aussi le temps de décharge, taux, qui est égal à epsilon 0 sur la conductivité. On trouve un temps de 8,85 10 puissance moins 32 secondes. Et on détermine aussi la densité de courant qui vaut 1,13 10 puissance 39 ampères par mètre carré. Ce qui montre qu'Enel est très puissant. Enfin, sauf contre l'UFI. Belle esquive, tu as réussi à l'éviter.
60 millions de volts. Il l'a évité. Jeanne Buard. Tiens, 100 millions de volts. Allez! Mais bien sûr, c'est tout à fait logique finalement. Ces éclairs n'ont aucun effet sur le fil, parce qu'il est fait de caoutchouc. Oh, tu t'es bien amusé. Je n'ai aucun souci à me faire, les attaques physiques n'ont aucun pouvoir sur moi. Ceci dit, qui sait ce que ce babouin venu de la mer Bleue me réserve encore comme surprise?